Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets, comme vous le savez, seront explorés et nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, le phénomène des drag queens a pris manifestement de l'ampleur au cours des dernières années et peut-être en raison de la chute du nightlife et de l'ouverture d'esprit plus grande du public de nos jours. Et l'histoire de notre deuxième invité est particulière et intrigante. Grand DJ de longue expérience traditionnelle, il fait dorénavant dans le drag. Et pour nous partager les dessous de ce monde encore méconnu par plusieurs et pour nous parler de ses plus de 45 années à titre de DJ professionnel, nous recevrons pour conclure l'émission DJ Tony Sansone, devenu à 16 heures DJ Jenny Lee. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il est ce qu'on appelle un artiste multitalentueux et plusieurs d'entre vous vont le reconnaître puisqu'il est humoriste à succès avec une carrière qui s'étale sur 5 décennies. Il revient maintenant à la source, soit l'écriture, lui dont le roman attendu sera disponible bientôt. Et pour nous partager son parcours et ses vues sur la vie d'aujourd'hui, avec nous, un musicien, compositeur, humoriste de longue expérience et dorénavant écrivain, le toujours apprécié François Léveillé. Bonjour François. Salut. Ça va bien? Ça va bien, on a passé le trafic. Quand on passe le trafic, ça va bien. Je te remercie parce que tu viens de la Rive-Sud. 2 heures dans le trafic. Ouais, c'est un pèlerinage partir de la Rive-Sud pour s'en venir ici. Pas trop agressif, François? Non, du tout. Ah, ben, je te remercie d'être ça m'en prend beaucoup, mais j'avais hâte d'arriver, là, pour être franc. Mais... Ben oui, c'est sûr. Je pense qu'au quotidien, c'est une des pires épreuves. Je pense que ça aurait été plus vite de me rendre à Québec. On aurait dû faire ça à Québec. Et la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as accordé une entrevue du temps du bâton rouge. Je crois que ça fait au moins 4 années. Ça fait à peu près 4 ans. Maintenant, la première question, François, toi qui as touché à plusieurs niveaux, plusieurs sphères d'activité avec succès, comme je le disais en présentation, humoriste, compositeur, musicien, maintenant écrivain. Laquelle de ces passions-là est la plus forte ou a été la plus forte? Je pense que c'est l'ensemble de tout ça. Je te dirais que, tu sais, j'ai commencé comme musicien, puis c'était un concours de circonstances. D'ailleurs, c'était un concours. J'ai gagné un concours. Et puis, j'écrivais des chansons. J'étais auteur, compositeur, interprète. Tranquillement, pas vite, je me suis mis à écrire des monologues pour finalement devenir humoriste. Et à un moment donné, il y a un éditeur qui m'a approché puis qui me dit « Tant qu'à faire des monologues, pourquoi tu ne ferais pas des nouvelles? » L'idée m'intéressait. Alors, en 2002, j'ai écrit un premier recueil de nouvelles. J'ai vraiment aimé ça. Ce que j'aime de l'écriture, c'est que tu peux aller où tu veux, quand tu veux. Tu peux créer des décors, les gens que tu veux rencontrer, c'est gratis. Fait que tout ce qui se passe là, tu le transmets. Exactement, tu le transposes sur ton papier. Puis, fait que je te dirais que c'est probablement la discipline que j'aime le plus, l'écriture. Ouais. François, comment tu expliques ta longévité peu commune? C'est probablement la multidisciplinarité. Le fait d'avoir commencé... Fait que tu vas moins te tanner vite de quelque chose. Bien, probablement. Puis le fait d'aimer, d'être multidisciplinaire, c'est ça. J'ai commencé comme musicien. Je passais au monologue tranquillement, pas vite, par concours de circonstances encore là. C'est les lundis juste pour rire qui m'ont tranquillement fait comprendre que j'avais du talent en humour. Je suis devenu humoriste, puis là, tranquillement, il y a quelqu'un qui me dit « Pourquoi tu ne ferais pas de la mise en scène? » J'ai dit « Pourquoi pas? » J'ai fait de la mise en scène pendant une dizaine d'années. Je pense que c'est ça l'idée de la longévité, c'est de te reposer des fois aussi d'un secteur. Prendre le temps de prendre le temps. Oui, parce que ça se peut qu'à un moment donné, tu manques d'inspiration, tu sois un peu en panne. Fait que pendant que je fais autre chose, je laisse cette discipline-là se ressourcer. Bien, je pense que qu'est-ce qui va dans le même sens que ce que tu dis, tu as une vie personnelle plutôt rangée. Tu es avec la même conjointe depuis longtemps. Ouais. Personnellement, je pense que ça aide, ça, justement, à savoir prendre une pause et peut-être pas trop t'ambitionner. C'est que j'éprouve pas le besoin de... Tu sais, il y a des gens qui disent que j'ai besoin du public, puis moi, j'aime faire des spectacles, là, j'en fais plus parce que j'ai décidé de prendre ma retraite, mais ça n'a jamais été une question qui m'était imposé de dire j'aime-tu faire des spectacles ou pas. Moi, ce que j'aimais moins, c'était la promotion, c'était la route, c'était tout ce qui est autour. Puis ça, c'est vraiment un sacrifice. Tu sais, prendre 2h30, 3 heures d'auto, aller, retour, fait 5 heures pour un spectacle de 2 heures. Ben, pour venir à Flashback, il faut aimer le métier en maudit. Ou aimer l'animateur. C'est ce que je me dis. C'est ça. Parler personnel. Si ça peut te faire plaisir. Ben, je t'en remercie. François, après tant d'années de travail et de succès, est-ce que le verbe vieillir est un tabou pour toi? Ça me fatigue, comme tout le monde. Ce qui m'a fatigué dans le métier, ça peut être fatigant parce que tu vois, à un moment donné, les gens autour de toi. Bien que, moi, le fait
d'avoir fait la mise en scène, ça m'a permis de rencontrer des générations plus jeunes. Ça m'a permis de me ressourcer, puis d'être en contact, puis d'être branché sur le métier, oui. Tu sais, avec des nouvelles Rester générations. Ouais, fait que j'ai fait la mise en scène pour plein de jeunes. J'ai coaché bien des jeunes, puis ça m'a permis de me réajuster aussi, moi, parce que j'ai 73 ans, donc je suis d'une génération de cet âge-là. Tu fais vraiment pas ton âge. Oui, mais quand je me lève le matin et que je me palante en ça, c'est juste ta femme. Ouais, tu fais pas 73 ans, moi, je t'aurais donné 72. C'est bon, ça. C'est à 6 mois près, je suis prêt à dealer avec toi. Ça fonctionne toujours, celle-là. Non, c'est bon. François, une des choses que tu m'as dites en pré-entrevue, j'écoute quand tu parles, quand tu parlais de passion, j'ai réalisé ce que je voulais faire. Ouais. Et pour toi, ça, c'est comme une ligne de vie qui explique bien des choses. Tu as même confectionné tes propres guitares. Ça, oui, à un moment donné, je voulais savoir comment c'était fait. Puis j'ai la curiosité. J'ai cette chance-là, peut-être, de ne pas avoir peur. Tu sais, chez nous, on était 10 enfants. T'es un essayeux. Oui, mais de famille. Je suis le 9e d'une famille de 10 enfants. Mon père est mort. J'avais à peine 3 ans. Ma mère s'est ramassée veuve à 43 ans avec 10 enfants élevés. Il a fallu qu'on apprenne à être débrouillard. Fait que quand on achetait un char, on n'avait pas les moyens d'aller au garage. Fait qu'on achetait le coffre d'outils qui venait avec. Quand on faisait de la menuiserie, on achetait les outils. Les voitures, parce qu'on n'avait pas le droit. Vous les gardiez longtemps dans la famille? On les gardait longtemps. Un peu comme à Cuba. Oui, on était des Cubains du quartier Saint-Sacrement. Tu peux voir ça de même. Mais en plus, c'était même dans la construction, la plomberie, l'électricité. On a été obligés, très jeunes, de se débrouiller. Puis nos bicyclettes, on a appris à les réparer nous-mêmes. Ça fait qu'avec le temps, j'ai ce privilège-là de ne plus avoir peur de faire des choses. J'essaye, comme à un moment donné, durant la pandémie, j'ai été en convalescence un bout de temps, mais j'ai eu des problèmes de santé. Puis je me suis mis à faire des guitares parce que je voulais savoir comment c'était fait, parce que j'admirais mon luthier qui travaille comme un moine. Il est vraiment impressionnant. Fait que pour le fun, j'ai essayé de faire des guitares. J'essaye dans tout, puis je me dis, au moins, je saurai de quoi je parle. Si je parle de guitare, je vais savoir de quoi on parle. Oui. On va revenir au métier d'humoriste. Le plus difficile du métier, peut-être un aspect insoupçonné, serait lequel pour François Léveillé? Je pense que c'est de se mettre à jour. C'est vraiment de passer les étapes. J'ai fait ce métier-là pendant 35 ans, à peu près. J'ai été chanteur pendant une quinzaine d'années. J'ai été humoriste pendant 35 ans. Et je pense que d'avoir passé le temps puis d'avoir réussi à convaincre le public, parce qu'il faut que tu apprennes à séduire ton public. Il faut que tu... À le garder. À le garder. Il faut que donc ton public, faut qu'il s'attache à toi. Puis ça, je pense que je l'ai assez bien réussi parce que mon public me suivit. Encore l'an dernier, je faisais des spectacles puis j'avais des salles pleines parce que j'ai toujours été moi-même. J'ai toujours essayé sur scène d'être à l'image de ce que je suis dans la vie. Puis ça, je pense que ça peut jouer pour beaucoup. Oui, la simplicité. Ouais. Et je t'en parlais tantôt avant l'émission que j'ai apprécié de toi parce que j'ai interviewé des gens de toutes les sphères d'activité et la simplicité n'est pas toujours au rendez-vous. Et dans ton cas, on la retrouve. C'est très manifeste. Ah ben merci. Qu'est-ce qui fait un bon humoriste? C'est d'avoir, je pense, l'autodérision. Ça... Qui n'est pas se prendre au sérieux. Exactement. C'est la première qualité, je pense. L'humilité. Qu'est-ce qui fait une bonne blague? C'est qu'elle rejoint tout le monde. Une bonne blague, c'est d'essayer de trouver le dénominateur commun. J'ai toujours dit, moi, tu peux parler de n'importe quoi, sauf trouver un angle pour pas être trop blessant, pas être trop... puis pas être raciste, pas être homophobe, pas être... Puis là, je pense qu'il y a des façons d'aborder des sujets. Puis actuellement, c'est très sensible. C'est des sujets qui vont juste aux États-Unis, tout ce qui se passe, les courants de droite, puis tout. Justement, toi qui habites la Floride en hiver, ce serait quoi la plus grande différence entre l'humour américain et celui du Québec? Mais je pense nous autres, on est un peu hybride. On est moitié, dans mon cas, en tout cas, moi, j'ai été très influencé par l'humour français. Puis le stand-up américain, c'est venu plus tard. Parce que la façon d'écrire aux États-Unis, c'est du lining. C'est du liner. One line, one punch. Je t'en vais au punch. Alors qu'en Europe, c'est plus des histoires qu'ils racontent. Et puis, ils vont comme puncher. Les Anglais. Exactement. Et puis je suis un peu de l'école de Yvon Deschamps puis de Clémence. Fait que je raconte des histoires, mais j'ai essayé d'intégrer dans mes monologues le même sens du one-line, one-punch. C'est-à-dire que j'attends pas une demi-heure avant de faire un punch, j'essaye d'en faire souvent. D'essayer de faire rire souvent, de trouver la moindre petite anecdote pour amener le monde à suivre. C'est ce que je fais dans mes entrevues.
Tu as vu qu'est-ce que je disais à mes invités avant? On essaye de rester punché, pas tomber dans les longueurs. Moi, un personnage que tu faisais qui m'a marqué et dont je m'ennuie, c'est Bob Cashflow, qui m'amène à ma question. Entrais-tu dans la peau d'un personnage un peu comme les acteurs le font, avant et après? Parce qu'il y a des acteurs qui ont de la difficulté à décrocher du rôle. Oui, ben moi, tous mes personnages étaient issus de la réalité. J'avais un animateur de pastoral, je l'avais connu à l'école secondaire. Puis c'est vraiment ça que j'ai transposé. C'est le même bonhomme. Le Bob Cashflow, c'est un mélange d'un oncle que j'ai eu et d'un gérant que j'ai déjà eu. Et puis c'était une espèce de gars, pour lui, tout tu sais, il voulait un diplôme, il en a marié un. Tout est basé sur l'argent. Tu sais, c'était ça, Bob. C'était la réalité. Puis Il tirait un peu sur Elvis Gratton. Oui, mais une coche plus riche. Il était vraiment, lui, c'était du cash partout. Puis, tu sais, un peu comme... Tu regardes Trump actuellement, son attitude, c'est exact... Pour moi, c'était un Bob Cashflow. Oui, c'est pas fou. Même affaire. C'est toujours en négociation. On va t'acheter ça, ce plage-là, puis on va te faire un sud de la France ou une beach avec ça. Toi qui es maintenant écrivain, ton processus de composition et d'inspiration, est-ce que c'est souffrant pour toi? Ça te prend à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour? Ou tu es celui qui est discipliné? Tu me l'as déjà dit, là, mais qui est discipliné puis qui se fait comme un horaire de travail. Moi, je suis très discipliné. Tous les matins, je me lève à 7 heures, je m'installe devant mon ordi, puis je travaille au moins 2 à 3 heures par jour sur mon livre. Comme là, ça fait 4 ans que je travaille sur un roman policier. C'était ma prochaine question là, qui est en correction. Ouais. 4 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce qu'au départ, je n'avais jamais fait. Donc, j'avais fait un premier jet et puis je me rendais compte qu'il me manquait beaucoup de notions. Et j'ai eu la chance d'avoir un voisin policier en Floride qui allait à la piscine en même temps que moi. Puis à un moment donné, il a eu le malheur de me dire qu'il travaillait pour la Sûreté du Québec, qui était à la retraite. Là, j'ai dit, ça va pas bien ton affaire parce que j'ai posé des questions pendant au moins... tout le mois qui était là, j'arrêtais pas d'y en poser parce que je voulais savoir comment fonctionnait le système de la Sûreté du Québec. Alors, il m'a donné des bonnes notions. Et j'ai rencontré par la suite un enquêteur qui m'a aidé aussi à comprendre ce qui était l'ADN, ce qui était une preuve légale, une preuve illégale. Fait que ça va aider les détails de ton roman. C'est tout ça. C'est pour ça que ça a été long, parce qu'au début, j'ai fait un premier jet, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des corrections. Intéressant. Et puis, c'est pour ça que ça a été long, mais j'ai pas aucun problème à m'asseoir. Avant, j'avais le syndrome de la page blanche. Ça m'arrivait plus maintenant. Donc, tu souffrais à un moment donné? Bien, à un moment donné, c'est parce que je voulais faire un premier jet. S'obstiner. Exactement, mais moi, ce que je dis tout le temps... que ce soit pour écrire une chanson, un monologue, n'importe quoi. Regarde un sculpteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un couteau au départ pour faire la forme. Après ça, il prend un couteau plus fin, et puis il raffine au fur et à mesure. Il prend différents outils. L'écriture, c'est la même chose. Il faut que tu fasses un gros rough. Le squelette. Un squelette. Après ça, tu raffines, tu enlèves ce qui est de trop, tu rajoutes ce qui est bon. Puis c'est comme ça, puis ça peut prendre le temps que ça prend. Il y a des gens qui ont des recettes secrètes, là... mais moi, je ne l'ai pas. Malheureusement, ça prend le temps que ça prend. Pour tes nombreux fans, partisans, est-ce que tu envisages peut-être un retour à l'humour à un moment donné? Non. C'est terminé? Oui. Là, je suis dans mes archives, là, actuellement. J'écris mon roman policier, j'écris ma biographie, et je suis en train de faire un cahier de toutes les chansons. J'en ai composé une centaine. Des chansons. Je vais peut-être en prendre une 60aine là-dedans, avec les textes des chansons, les partitions, et on va avoir un petit code qui va te permettre d'aller entendre la chanson. Je suis en train de faire un cahier. Donc, tu as été chanteur de 1970 à 85, humoriste de 86 à 2024. Et comme tu me le disais, tu t'es jamais considéré vraiment comme un humoriste, mais plutôt comme un artiste de variété. Ouais. Ce qui explique qu'il y a plusieurs cordes à son arc. Ce qui explique aussi que dans mon spectacle, il y a de la musique, il y a des chansons, il y a des monologues, ce qui fait que j'aime aussi, de temps en temps, après avoir fait rire bien les gens, tomber sur un texte qui va être un petit peu plus sérieux, qui va t'amener à une dimension plus humaine. L'être humain, il n'est pas fait que d'humour. Il est fait de tendresse, il est fait de colère. Ça m'amène à ma prochaine question. C'est pas juste de faire rire les gens. Toi, tu aimes les faire réfléchir aussi. Réfléchir, c'est un bien grand mot. Là. Je veux pas être prétentieux en disant que je suis la pensée. C'est pas ça l'idée. Mais c'est d'amener le monde à différentes émotions, puis d'amener le monde un peu à projeter ce que peut être leur vie quotidienne. Comme je dis, l'être humain n'est pas fait que d'humour. Si tu ris tout le temps, tu es plugué sur le rire tout le temps. Moi, je trouve ça un peu débile, à la rigueur, de passer ton temps à rire. Alors, j'aime ça passer par différents types d'émotions. Puis je dénigre pas l'humour en disant ça. Là. Je veux pas. Ce que je veux dire, c'est que les gens... Moi, je pense que la tendresse, ça fait partie de l'être humain, comme la colère, comme la révolte, comme la réflexion sur un sujet donné. Là.
Comme on le disait tantôt, ben, on est de plus en plus censuré, même si on a l'impression qu'on est dans un monde vraiment ouvert d'esprit. Tu es, de ton propre aveu, déplugué de ce qui se passe parce que tu n'écoutes pas beaucoup de télé. Et les humoristes... J'écoute pas la télévision à tous les jours. Systématiquement. Si on écoutait les nouvelles 24 heures sur 24... Alors, on viendrait fou. Ça tu sors pas beaucoup. Les humoristes que tu aimes, là, présentement, Simon Leblanc, Olivier Martineau, qui m'amène à ma question. Depuis tes débuts, quand tu regardes l'évolution de l'humour là, depuis une cinquantaine d'années, tu nous dis quoi? Bien, je pense qu'il y a du bon puis du mauvais. Je pense qu'il y a des sujets... Je me souviens, tantôt, je m'en venais puis je pensais à Claude Legault qui avait fait un monologue sur Dieu et qui avait reçu des injures. Aujourd'hui, il n'y aura plus de problème à parler de ça parce qu'on se rend compte que, dans le fond, c'est pas nécessairement parce qu'il a fait le personnage de Dieu qui pas un blasphème. Pas du tout. C'était simplement une caricature. Puis je pense que maintenant, on peut parler de ça, comme on peut parler du pape, alors qu'avant, c'était impossible d'en parler. Mais les gens comprennent aussi que la religion catholique, c'est pas... c'est plus ce que c'était dans les années 50. Avant, c'était un endoctrinement. Il y a moyen de contester et de critiquer tout en demeurant dans le respect. Oh oui, je pense que oui. Parce qu'on est une société où on est ouvert au dialogue. Oui, mais je pense que la culture aussi a aidé les gens à être moins naïfs par rapport aux religions. Avant, dans les années 50, si tu regardais, il y avait des livres qui existaient de censure qui t'interdisaient de critiquer les politiciens, qui t'interdisaient de parler contre la religion, qui t'interdisaient... Aujourd'hui, tu peux en parler. Au début, ils ont pété des vitres, c'est sûr que ça a été peut-être violent. Tranquillement, pas vite, on revient à des... Il y a encore certains pays que tu vas être emprisonné. Ah oui, c'est ça. Mais on parle de nous ici en Amérique du Nord. Garou disait dernièrement, ça c'est une question que j'ai posée à plusieurs artistes qui sont venus à l'émission, notamment Julien Tremblay il y a 2 semaines, un de tes amis. Garou disait sur les ondes du 98.5 FM, l'artiste recherche l'amour. J'aimerais que tu commentes. Bien, tu sais, c'est sûr que quand tu fais de la scène, moi, j'ai toujours dit que c'est... un artiste, il souffre du syndrome du caniche. Il a envie de se faire flatter, c'est sûr. Mais il y a des gens qui n'ont que ça dans la vie. Ça, j'ai de la misère à comprendre ça parce que moi, j'ai une famille, j'ai ma blonde avec qui je vis depuis 50 ans, j'ai mes petits-enfants, j'ai 2 filles, et puis... je pense que ma vie est comblée avec ça. Le spectacle, ça me permettait d'entrer en contact avec le public, d'avoir du fun, mais de dire que je suis un dépendant affectif avec le public, non. Honnêtement, j'ai arrêté pas parce que j'aimais pas faire des spectacles, j'étais écœuré de faire de la promotion, j'étais écœuré de faire de la route, mais faire des spectacles, j'aimais ça. Est-ce que ça me manque maintenant? Je te dirais que j'ai fait pas mon deuil, mais je pense que après 50 ans de métier, j'ai fait le tour de la question. Aussi, la sagesse du métier. Puis je pense que j'ai donné ce que j'avais à donner. Puis je suis parti justement avant que les gens me disent que je devrais partir. Un peu d'histoire maintenant sur ta carrière d'humoriste. Ton premier show, panne d'électricité au Jésus, et ta deuxième prestation à Québec, une console de son qui saute. Fait que là, à ce moment-là, j'ai l'impression que tu disais les dieux m'envoient peut-être un signe. Bien, je sais pas, mais c'est vrai qu'au Jésus, la première de mon premier spectacle d'humour, il y a eu une panne générale, ce qui fait qu'on est obligé de reporter au lendemain. Mais là, toutes les critiques étaient dans la salle, puis tout le jet-set était dans la salle. Il faut réussir à convaincre ces gens-là de revenir le lendemain. Incroyable. Alors, moi, te dire une affaire, il y a des gens qui ont travaillé fort en maudit. Puis à Québec, c'est vrai, le deuxième spectacle, à la première, ma console de son a sauté 5 minutes avant le show. Incroyable. Fait que là, écoute, là, tu sais plus quoi faire. Tu dis, qu'est-ce qu'on... Fait que là, finalement, ils ont réussi à retrouver. On a eu un peu de retard, mais on a réussi à faire le spectacle. J'ai pas été chanceux, moi, au début, avec mes shows. Je me disais, pour moi, il y a persévéré dans la belle carrière que tu as. Oui, mais je me suis dit, il y a quelqu'un qui a marqué beaucoup de gens par ton humour, là. J'espère, en tout cas, tant mieux. Si tu n'avais pas été humoriste ou musicien, compositeur, t'aurais fait quoi? Peut-être un métier insoupçonné, plombier. Je serais pas un artisan dans quelque chose. Moi, j'aime travailler. Ouais, j'adore ça. Tu sais, là, je suis en train de faire de ma terrasse. Je suis en train de faire de la menuiserie. J'ai fait un petit peu d'ébénisterie. J'ai fait un petit peu de lutherie. J'aime ça toucher. J'aime la culture matérielle, moi. Oui. Tu sais, parce qu'il y a un rapport direct entre... Il faudrait qu'on s'assoie pendant 3 heures en pour construire tes propres guitares, je veux dire. Mais aussi, c'est que la relation entre l'être humain et les objets, c'est très important. Entre l'homme et la matière, il y a toujours une relation. Et c'est ce qui fait, par exemple, en Gaspésie, il y a des matériaux, les gens se nourrissent de la mer. En Abitibi, c'est un autre... Il y a du bois, c'est autre chose, c'est une autre réalité. Il y a des endroits, c'est la pierre. Et ça, qu'on le veuille ou non, la relation entre l'homme et la matière est indispensable. Puis ça, pour moi, ça m'a toujours touché. J'ai grandi, j'ai étudié là-dedans. Puis c'est ce qui fait que je serais probablement artisan. J'ai hâte de voir ta réponse à la prochaine question. Nous sommes tous humains. Que faire un jour où l'humour
l'énergie, l'humeur plutôt, et l'énergie n'y est pas suite à peut-être une mauvaise nouvelle. Tu t'as peut-être eu une petite dispute avec ta conjointe ou quoi que ce soit, et ça ne te tente pas. Mais à l'horaire, il y a une prestation comme humoriste le soir. Tu le fais. T'avais-tu un truc pour te reniper? Non, je l'ai fait le jour où ma mère est morte. OK. Ça a été, écoute, ça a été épouvantable, là. Ma mère était quand même âgée, avec 96 ans. Mais le jour où j'ai reçu le téléphone pour me dire, bon, ben, elle est partie, j'avais un spectacle le soir. Puis, Tu l'as dédié à elle? Ben oui, je l'ai fait. Puis ma mère aimait bien le cognac, fait que j'ai pris un petit cognac à sa santé avant de faire le show. Puis j'étais avec mon technicien, puis on est passé à travers, mais c'est sûr que ça te rentre dedans. Là. C'est sûr que ça m'est arrivé une autre fois que c'était mon beau-frère. Ouais, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu sais, on a parlé d'Olivier Guimond, un moment donné, qui racontait ça, que son fils était mort dans un accident, je pense, puis il avait fait le spectacle le soir. Mais puis j'ai fait la première partie de Jean Lapointe. À un moment donné, sa femme venait de décéder, venait de mourir. Puis il a fait le show pareil, puis il a dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » François, si tu devais te définir en tant qu'humoriste, même si maintenant tu es à la retraite, en une phrase ou un dicton, tu dirais quoi? Moi, je pense que je suis un peu le reflet ou une caricature de notre vie quotidienne. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu préférais éviter? Ouais, j'aimais pas bien parler de sexe, moi, puis parler de... Je sais pas, ça n'a jamais été ma tasse de thé d'embarquer là-dedans. OK. Dans tes numéros, en pourcentage, quel pourcentage du contenu était préparé et le pourcentage qui était improvisé, tu dirais? 90 préparé, 10 Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Puis le 10 c'est la réaction des gens dans la salle. À un moment donné, il y a quelqu'un qui envoie une boutade, ben, tu y réponds, puis là, il peut y avoir un peu d'improvisation là-dessus. Là. Si tu pouvais revenir sur le passé, est-ce qu'il y a un épisode de ta vie professionnelle que tu ferais différemment? Probablement, il y en a beaucoup que je ferais différemment. Je pense que j'ai... Des mauvaises associations? Bien, sinon, c'est parce que peut-être qu'au début, j'ai gagné un concours en 73, puis j'ai pas pris au sérieux tout ça. Je comprenais pas. J'ai profité de la vague sans nécessairement prendre conscience de tout ce que ça pouvait impliquer comme carrière. Tu sais, j'aurais pu prendre ça au sérieux beaucoup plus, déménager à Montréal, exemple, aller voir des producteurs de disques. Je suis pas embarqué dans la machine tout de suite. Puis quand je suis en humour, ça a été un peu la même chose. J'ai peut-être, tu sais, je suis tombé, j'ai fait une couple de bons monologues, j'ai surfé là-dessus. Mais avant vraiment de me dire, wow, c'est sérieux, là, t'as une carrière, disons que j'étais peut-être un peu sloppé. Puis ça, j'aurais tendance à être plus sérieux. Plus jeune aussi. Oui, c'est ça. Puis je pense que j'ai commencé à être sérieux quand j'ai eu mes enfants. Mais finalement, tous les chemins mènent à Rome. Regarde la belle carrière que tu as eue. Mais c'est ça. Je me suis réveillé à un moment donné. On va prendre une petite pause, mon cher François. Okay. Ça ne sera pas tellement long. On est vraiment heureux de te recevoir ici à la C'est un plaisir. Ça ne sera pas tellement long. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. Je vous recommande fortement la pizza au four à bois qui est tout simplement extraordinaire, une des spécialités de La Ripaille. Donc, on vous offre d'excellentes assiettes et ce, 7 sur 7, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame. Donc, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement avec un homme aux multiples talents, humoriste, musicien et dorénavant écrivain, François Léveillé. Toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Demain, jeudi, 19h30, le 12 juin, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Et plusieurs musiciens d'expérience vous attendent ici sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Donc, demain, le jam session du jeudi. Et fait important et rare, comme le lendemain, soit le 13 juin, dès 20h, avec les vendredis à Julien. C'est tout à fait gratuit, ce qui est plutôt rare de nos jours pour y assister. Et parlant de Julien Tremblay, ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Et à ce sujet, le répertoire de Julien est vaste et savoureux, du rock, du pop
et plusieurs chansons québécoises donc vous attendent. Puis afin de conclure un autre week-end de musical comme nulle part ailleurs, samedi 14 juin, 22h, c'est l'événement toujours très attendu et populaire, Dance Hall Addiction, pour les nombreux amateurs de ce style de plus en plus en demande, et la piste de danse sera donc encore une fois enflammée pour l'occasion. DJ Fly High, grand spécialiste de Dance Hall, sera aux commandes musicales de cette soirée qui promet. Pour des billets, c'est beatbash.ca, seulement 10 $ en prévente. Par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté ici à la Ripaille de Repentigny pour les amateurs de danse en ligne, de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner et dîner, et l'occasion est parfaite pour faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée, ce qui est la spécialité de la Ripaille de Repentigny. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et je vous rappelle, depuis 1975. Donc, nous sommes situés au 358 Notre-Dame, et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Je vous parle maintenant d'un nouveau partenaire de l'émission, avec fierté. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèches hommes et femmes, et non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé, un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité, pour la gentillesse du personnel et du service en général. Donc, avec ou sans rendez-vous, c'est situé au 313 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Mon cher François, j'ai pas fini de te cuisiner. D'accord, cuisinons. Question suivante. En humour, la ligne est très fine en ce qui peut se dire ou non. Quelle est la définition de cette limite du bon goût? À quel moment ça va trop loin? Tellement. Mais c'est parce que ça dépend ça dépend du public aussi qui. Tu sais, on parle d'humour vulgaire, on parle d'humour. Moi, je pense que tous les types d'humour ont toujours existé. Sauf que dans les années 50-60, il y avait un certain type d'humour qui était dans les cabarets. Oui. Et qui était là. À un moment donné, l'humour de cabaret a passé du cabaret à des grandes salles. Il y a eu pignon sur rue dans des grandes salles comme le Saint-Denis, puis des choses comme ça, avec le Festival Juste pour rire, entre autres. Ça a permis à beaucoup d'humoristes d'un certain type, plus populaire, de faire des galas, puis de se faire connaître, puis de faire des grandes salles. Moi, je pense que ça vaut aussi avec le public qui est capable de recevoir ce type d'humour-là. Puis, donc, l'époque et le public qui est devant toi. Moi, je pense que j'ai pas à juger d'un type d'humour que fait un tel ou un tel. Je peux dire que moi, j'aime pas ça. Mais j'ai pas à juger, je suis pas qualifié pas en tout pour dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. J'ai jamais voulu embarquer là-dedans. On m'a déjà demandé si ça me tentait de faire de la critique de spectacle d'humour. J'ai jamais voulu parce que, premièrement, parce que, comme je te disais tantôt, j'ai fait de la mise en scène. Au début, il y a des humoristes que je voyais que je comprenais pas. Et à force de les connaître, j'ai compris, à un moment donné, que derrière tout ce qu'il y avait à dire, c'était des gens qui aimaient provoquer, mais aussi c'était des gens qui aimaient amener justement par la provocation, ils amenaient la réflexion. Je vais te donner un exemple. Mike Ward, qui est un artiste au début que je trouvais un petit peu raide, je l'ai connu, j'ai fait des mises en scène pour des galas, et j'ai découvert un gars d'une très grande générosité. C'est un des gars que j'aime, que j'adore. Différent du personnage sur scène. Oui, puis en même temps, il n'a pas peur d'y aller. Puis là, les gens... c'est sûr que ça prend du courage. Oui, puis c'est sûr que des fois, à un moment donné, bon, il a fait des erreurs. Il est arrivé avec un procès, puis il y en a d'autres. Puis il y en a partout dans le monde qui Dieu donné, s'est fait est allé en procès en Europe. Mais moi, je pense qu'il y a un public pour chaque type d'humour, puis c'est ça que moi, je respecte, ça. Jusqu'à quel point l'importance du rodage pour tester l'efficacité d'un numéro et de certaines blagues? Mais ça, encore là, ça dépend du type de public que tu fais. Moi, me vois-tu à 60, 70 ans commencer à faire des jokes de ticoune de bord? Tu sais, fait que j'irai pas là-dedans. Puis c'est pas parce que la mode est à certaines affaires que je me dois d'y aller. Ou ça me tente pas de... Oui. Je veux pas, non. Je laisse ça à des jeunes dans la trentaine ou des jeunes dans la quarantaine. As-tu déjà perdu le fil de tes idées sur scène? Oui, souvent.
Souvent. J'ai Puis déjà là, sauté 3 pages. C'est là que l'improvisation Ah, est importante. oui, mais des fois, je l'ai fait sans m'en rendre compte. À un moment donné, mon technicien dit Crime, t'as sauté 3 pages dans ton monologue. Ah oui, je m'en suis pas rendu compte pas en tout. Ça, c'est de la fatigue, souvent. Puis, Étant donné que nous sommes bousculés par le temps, mon cher François, je vais te poser des questions maintenant du type rafale. Tu me réponds par un nom, un mot ou une phrase. OK. Ton secret pour rester jeune. Le bon vin, probablement, puis les bons repas. OK. Et arrêter de stresser. OK. Ton conseil aux aspirants humoristes qui sont un peu essoufflés. Faites ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de le faire parce que, tu sais, c'est pas le regard des autres. Faites-le pour vous-même. OK. Suivre ses passions Ouais. intérieures. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans? Pas dans mon cercueil, j'espère. Mais, OK. Pourquoi les relations hommes-femmes d'aujourd'hui semblent de plus en plus compliquées? parce que les valeurs ont changé, parce que les deux travaillent, parce que avant, tu sais, t'avais l'homme qui était au travail, la femme à la maison. Je dis pas en tout qu'il faut que la femme reste à la maison. Tout ça. Les patterns ont changé. Les couples ont besoin d'avoir leur indépendance. Et puis moi, des fois, je le déplore un peu parce que je trouve ça extrêmement difficile. Imagine un couple qui achète une maison, ça marche plus, il faut que tu vendes la maison, tu pars avec les enfants, les pensions alimentaires. Je trouve ça extrêmement difficile d'être un couple en 2025. Plus compliqué qu'il y a 30 ans, disons. Moi, je regarde aller mes enfants, puis je suis inquiet pour eux autres parce que j'aimerais ça que... Moi, c'est un privilège. Ça fait 53 ans que je suis avec Marie, avec ma femme. Puis on a eu, comme tout le monde, des hauts et des bas. Mais on a peut-être, parce que on était tous les deux dans le monde artistique, peut-être parce que ma femme comprenait ce que je faisais comme métier et que je comprenais ce qu'elle faisait aussi, oui. On s'est donné des Ça chances. aide. Parce que quand j'ai eu des périodes creuses, c'est elle qui me supportait. Quand elle avait des périodes creuses, c'est moi qui la supportais. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un couple de passer ces étapes-là. Tu sais. Oui, puis il y a la facilité aussi de l'interchangeable. Peut-être. C'est facile de rencontrer. Mais avec les, comme je dis, avec l'Internet ceci dit, et tout je souhaite à personne de rester à la maison puis de dire non, c'est pas ça. François, c'était quoi ta première voiture? Hey, c'est une Curiosité oui, personnelle. c'est Vauxhall Victor, Quelle année? 1959. Ton premier disque vinyle Que j'ai acheté ou que j'ai fait? que tu as acheté? Que j'ai acheté, c'est un vinyle de John Hallyday. Oh, wow! À quel âge ton premier amour? 16 ans. OK. Ton acteur favori? Et mon premier acteur préféré, Non, mais ton premier acteur favori de tous les temps. de tous les temps, c'était Ben Gazzara. Pourquoi? Parce que c'était l'émission qui s'appelait Sauve qui peut. Et puis c'est l'histoire d'un Il homme. jouait dans qui- Bord routier, lui. Oui, peut-être. Ben Gazzara. Puis c'est un homme, il est resté 1 an à vivre. Puis je trouvais ça fascinant de voir l'intensité. Puis c'est drôle parce que ça m'a allumé. C'était à l'époque où j'étais adolescent. Puis je me dis, qu'est-ce que je ferais s'il me restait 1 an à vivre? Ouais. Puis je me suis dit, tu devrais vivre comme ça tous les jours. Tu Intéressant. devrais avoir l'impression. Puis tu devrais avoir Fait que ce finalement, ça a eu une besoin-là. influence sur ta vie. Ah, tout à fait. J'avais le poster de Ben Gazzara wow. dans ma chambre. Puis je me disais, qu'est-ce qui. wow. Tu sais, il faut qu'aujourd'hui, tu vives comme s'il te restait 1 an à vivre. Ah, c'est bien dit. Et ton actrice favorite de tous les temps? Et crime, c'est difficile à dire, mais il y a un film qui m'a marqué, elle s'appelait Jennifer O'Neill. Et puis c'était dans Un été 42. Puis c'est vraiment la découverte d'un adolescent qui tombe en amour avec une femme mature pour la première fois. C'était un film magnifique. Et puis ça m'a marqué. Des vacances estivales au programme? Cette année, ça va être bien tranquille. On va dans Charlevoix. Ah oui? Ouais. OK. Bien, merci de ta présence à l'émission. C'est un plaisir. François, félicitations non seulement pour tes nombreux talents, mais surtout pour ta longévité artistique peu commune. Souhaitons une longévité tout court. Non, c'est vraiment En c'est santé. quelque chose. Je te souhaite tout simplement un bel été. Je te dis à bientôt et merci d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir, mon ami. Merci François, très gentil. Bye tout le monde. Et je souhaite que tu n'auras pas autant de trafic pour le retour. Je l'espère. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris, si on parle de bébite, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème, ça va s'aggraver. Donc, la solution, dis-je bien, une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place, une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Je parle d'un partenaire important de l'émission. L'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, et tout ceci dans l'objectif
exclusif, d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, Shorna Astin au 438-878-6504. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un service des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning, dis-je bien, pour la qualité d'un service exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens, une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée, un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Une histoire des plus intrigantes et instructives nous attend pour cette deuxième interview. Sa carrière de DJ perdure depuis 5 décennies. Il a récemment pris un virage improbable et surprenant, devenant drag queen aux tables tournantes. Il vient donc démystifier pour nous ce domaine et les préjugés qui viennent avec, et tout en nous parlant de dance music et du domaine du DJing qu'il maîtrise, affichant une expérience vraiment de longue haleine. Avec nous, TJ Sansoni, ou si vous préférez, DJ Jenny Lee. Bonjour, Jenny. Bonjour, Steve. Ça va bien? Ça va très bien, surtout devant un bel homme comme ça. Commence pas. Non, excusez-moi. Jenny, on se sent comment dans la peau d'une femme? Parce que moi, je te connais dans la vie de tous les jours. Tu es typiquement masculin, hétéro. Si tu nous dis, là, ça fait quelques années que tu fais ça, tu tiens ce rôle-là comme DJ, Jenny Lee, toi qui es Tony Sansoni dans la vie de tous les jours, on se sent comment dans la peau d'une femme? Je dois dire que ça demande beaucoup, c'est très exigeant. Messieurs, on a la vie très facile comparativement à une femme. Oui, on va en parler plus loin des exigences par rapport à l'image. Oui, et surtout si on veut, on veut bien faire, bien reproduire. Oui. Ça devient assez... il y a beaucoup de paramètres, oui, effectivement. Mais c'est plaisant. Tu n'aurais jamais cru faire ça il y a 10 ans? Non. Parce que contrairement aux transsexuels qui, elles, rêvent depuis l'âge de 8 ans d'être femmes, de vivre en femme, ont toujours trouvé qu'ils étaient dans le mauvais corps, bon, et tous les problèmes psychologiques que ça peut faire. Moi, non. J'ai toujours été... me suis assumé comme homme toute ma vie. Même ça m'a jamais effleuré l'esprit de « Ah, est-ce que je voudrais être une femme? » Vraiment pas. Non. Les réactions de l'entourage, ça s'est passé comment? Tomber des nues, je dirais. Ton père et ta mère, qui sont toujours vivants, ils ont réagi comment, par exemple? Le dossier n'est pas ouvert encore. OK, c'est ce que je pensais. Ils sont d'une autre génération aussi. Et d'origine italienne. Oui, c'est ça. Je pense que le paternel, il y aurait une réaction. Oui, ça... Tandis que ta copine... Oui. Elle t'aide dans tout ça. Elle qui est spécialiste du maquillage, tu me disais. Ouais. Donc, c'est fabuleux. Oui. Disons que je suis allé m'acheter un billet de loterie. Quand je l'ai rencontré, c'est comme, wow, c'est gros lot. Et tu l'as rencontré, tu n'étais pas en drague. Non. Tu étais en Tony Sansoni. Oui. Deux choses qui sont particulières dans ton CV, mais c'est 50 ans de DJing, maintenant drag queen. L'idée originale de devenir DJ Jenny Lee, c'est la suggestion d'un ami. Oui. Par des amis communs. Il y a une drag queen qui cherchait un animateur pour ses soirées de drag. Et ils ont proposé mon nom, je l'ai rencontré, on s'est entendu, l'énergie était bonne. Donc, je suis devenu le DJ officiel de l'organisation. Petit détail qui avait été oublié de mentionner à ce moment-là, c'est que c'est pas seulement le talent que ça prenait, c'est aussi l'exposure, le personnage. Là, j'ai dit, je pense qu'on se comprend pas. J'ai dit, est-ce que tu vois quelque chose de féminin là-dedans? Là? Non. J'ai dit, on oublie ça, là. Ça n'aura jamais lieu. Puis après ça, je me suis dit, ça m'a comme intrigué, ça m'a comme lancé un défi. Ah ouais, Tony en fille.
Alors, j'ai fait des recherches. J'ai tombé sur une personne vraiment là, qui m'a vraiment donné un sérieux coup de main. Elle s'appelle Esme Queen. C'est une artiste, une make-up artiste. Donc, elle est habituée avec les plateaux de tournage, de faire des maquillages drastiques. Et elle me dit, assieds-toi là. Et elle dit, ne regarde pas le miroir. C'était strictement défendu de regarder les miroirs. Dans 2 heures, je te montre le résultat. Ben, vas-y. Alors, j'ai plongé. C'est 2 heures de préparation à chaque fois. Ouais, 2 heures. Comme ce matin, pour venir à l'émission. J'ai commencé à 6h30. Oh, wow. Moi, je me rappelle la première fois que je t'ai vu en drague. Ouais. Et on était dans un club hétéro où je te voyais de loin. Et j'ai encore cette image en tête parce que je n'étais pas sûr, tu sais, de loin, c'est-tu un homme, c'est-tu une femme? Si c'est un homme, ben, ça prend du courage. Puis je regardais ton attricure et tes attributs. Et je me disais, tabarouette, et j'étais vraiment intrigué. Maintenant, tu es assis avec moi pour m'accorder une entrevue. Te fais-tu causer pas mal dans ce rôle-là? Oui. C'est sûr que je projette quand même l'image un petit peu déformée d'une femme. C'est comme... Mais caricatural. C'est caricatural, c'est exagéré. Mais c'est le but. Comme c'est le but aussi des drag queens. Mais ça m'amène à ma prochaine question. On va aller dans le factuel. Ouais. C'est quoi la définition exacte du terme drag queen? C'est carrément de personnifier un homme qui personnifie une femme, mais en y rajoutant beaucoup de sauce. Un peu le style Castafiore dans Tintin. Les maquillages sont extravagants, les coiffures, les couleurs, les paillettes. Puis, et il y a aussi le côté artistique non négligeable non plus. Souvent, c'est des filles qui ont une présence sur scène assez... Ouais. faut être en forme. Oh, oui. Finalement, as-tu plus de plaisir en drague? Ça se développe, je pense, puis on devient un petit peu accro. On s'abonne à ça assez rapidement. Oui, j'aime ça. Oui. Et je dirais que j'en suis rendu au point où quand c'est Tony qui sort en boîte, il s'ennuie. C'est plate. Ouais, c'est peut-être parce que... Tu t'es habitué à avoir une certaine attention. Je pense qu'on va se dire les vraies affaires. Je pense que oui. Hein? Ben, on va y aller maintenant avec la liste de préjugés concernant les drag queens et j'aimerais que tu commentes. Les drag queens sont tous homosexuels. Tu as la preuve que non. Non. C'est pas énorme. En pourcentage, j'ai pas de chiffre officiel, c'est sûr, mais je dirais que 9 sur 10, oui. Ils sont pervers. Non, ça, je pense que ça aussi, ça fait partie de la caricature, de vouloir provoquer, de vouloir même les attitudes qu'elles ont durant les spectacles. Souvent, ça peut, même pour certains, ça peut sembler grossier, mais non, je pense que dans la nature même, c'est pas différent des autres. Ils sont pervers. Je ne croirais pas. Ça, je pense que c'est un préjugé qui est très ancré. Ouais. Ils sont tordus, ils sont non. Ils sont efféminés. Oui. Oui, pour la plupart. Oui. Et sont faciles. Alors que c'est peut-être tout l'inverse. Je dirais qu'ils sont sélectifs. Ça se donne pas si aisément. Non. C'est faux. Ils sont plutôt piqués, comme on dit en anglais. Autre préjugé, ils ont sale caractère, hautain. Encore là, je pense, oui, elle montre dégage une certaine fierté, une certaine... Oui, exubérance même de par son apparence. Mais je me demande si ça ne camoufle pas des fois un petit... La différence entre queer et drague. La drague, elle, c'est un spectacle. Ça n'a rien à voir avec les orientations sexuelles, ça n'a rien à voir sur les habitudes sexuelles. C'est vraiment ancré sur la performance sur scène, sur le spectacle, et ça s'arrête là. Là où la queer, ça va chercher plus, c'est quelqu'un qui ne s'identifie ni à un homme, ni à une femme. Ça va chercher plus le côté intérieur de la personne. Voilà. Et comme on disait tantôt, être drag queen, mais ça fait réfléchir sur la pression d'être une femme avec tous les préparatifs et les attentes. Tu me dis quoi là-dessus?
ta réflexion, finalement, d'être une femme, avec tout ça, ça t'a amené où? Qu'effectivement, une femme, il y a beaucoup d'éléments à maîtriser, à superviser, à regarder. Un gars peut être négligé, ça passe, mais pas une femme. La ligne est très mince pour une femme entre... c'est jugé plus facilement, je pense. C'est plus... et tout l'aspect aussi qu'on s'imagine pas, mais dans le feu de l'action, on s'en aperçoit, comme je l'avais déjà dit en pré-entrevue, le fait qu'une femme, ça porte une deuxième paire de bas de nylon dans sa bourse, parce que ça se peut que durant la soirée, il y ait des mailles, elle va s'apporter des vêtements de rechange, la jupe, elle va peut-être déchirer. Parce que c'est rare qu'un homme s'amène un deuxième veston. J'ai jamais pensé même amener un deuxième veston. Et c'est quand c'est arrivé une fois que tu dis « Ah, merde! Merde, j'ai une maille dans mes bas. » Et ça ébranle. Tu dis « Merde, j'ai une maille. » C'est ça. Il y a beaucoup de... DJ Jenny Lee. Oui. Pourquoi ce nom? Ça vient d'où? Jenny Lee, c'est le nom... au départ, je me suis inspiré, c'est le nom d'une des actrices dans l'émission dans les années 80, sûrement connue, Three's Company, Vibratoire. Oui. Il était 3 colocataires. Il y avait Jack. Suzanne Summers? Celle qui a remplacé Suzanne Summers. Elle s'appelait Jenny Lee? Oui. OK. Est-ce que quand même, moi je te connais dans la vie de tous les jours, je te connais pas tant que ça, mais je veux dire, on se connaît. Tu as un type humble, masculin, et là tu t'es découvert un côté de ta personnalité un peu show-off pour être drague? Oui. On affronte ses démons. On va dire, c'est pas... je navigue pas dans un élément qui est très, très maîtrisé, mais bon... il y a eu quand même des bonnes réactions, parce que tantôt, quand tu es rentré, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde à cette heure-là, je veux dire, j'ai pas vu personne qui te désapprouvait du regard, là. Je veux dire, au contraire, les gens étaient intrigués, allaient vers toi. Oui, je n'ai... depuis toutes ces années, je peux facilement dire, je n'ai jamais... De mauvaises réactions? Jamais. La prochaine question, j'ai hâte de voir ta réponse. Étant femme, est-ce que ton choix et tes vibrations musicales sont affectées, sont changées quand tu te retrouves aux tables tournantes? Bonne question, je pense. Oh là là, celle-là n'était pas prévue. Est-ce que tu te rends compte que peut-être ça change tes choix? Non. Peut-être moins agressif dans ta musique? Moins agressif, mais l'inspiration est meilleure. Je sais pas si... On m'a déjà dit ça. La semaine passée, tu étais en Jenny Lee, tu naviguais plus... C'était plus fluide, plus... c'est peut-être une coïncidence aussi à ce moment-là, mais on dirait que je suis plus à mon aise. L'inspiration est meilleure. Je sais pas. As-tu autant de passion pour ton métier après tant d'années, si on regarde strictement le métier de DJ? Oui, je pense que ça, c'est une maladie à vie. On peut le contrôler, on peut le mettre de côté, mais tôt ou tard, je pense que ça revient au galop. Non, ça, c'est... Oui. Je pense que même si des fois on se dit « Ah, je suis écœuré, je suis à bout, je suis saturé », mais oups, la piqûre revient. Rapproche-toi de 2-3 pouces pour être sûr d'être bien cadré. Tu as un des CV musicaux professionnels les plus étoffés et impressionnants que j'ai jamais vu. Ah oui? Et des DJ, je dois en avoir interviewé 30-40. Je vais nommer les endroits où tu as travaillé: le Thursdays, l'Exclusif, la Place à Mario, le Party, l'Euphorie, le Select. Tu as été là 30 ans. Maintenant, oui. De 90 à 2020. L'Horizon Disco Club. Maintenant, dans les clubs pour adultes, le Vénus, le Vegas, chez Mado, le Pink Paradise, chez Paris, le Cactus, le Showgirls, le Motel Saint-Pierre, le Harem, le Sexy Hollywood, le Cabaret de Laval, au Gascon, qui existe toujours, le Body Shop, les DS, le Grand Prix, le Séduction, le Castel Tina, des années 80. Ben oui. Et lequel serait le plus mémorable pour sa décoration? Pour sa décoration, je te dirais, c'est pas... Il n'y en a pas un qui se démarque. Non? Le plus inoubliable dans ce cas-là pour le plaisir que tu as eu à spinner dans cet endroit? Ça n'a pas vraiment rapport avec l'endroit, c'est plus
avec les filles avec lesquelles l'énergie était mieux. Je dirais le motel Saint-Pierre, c'était bien à Mirabel. Chez Paris, j'ai été agréablement surpris parce que contrairement à ce qu'on me disait, que tu vas travailler avec des princesses, puis des intouchables, puis tu dois pratiquement les pouvoyer. Non. Le plus inoubliable maintenant pour sa clientèle peut-être marginale, le club le plus élevé où tu as travaillé? Ouais, il n'y a pas... le Body Shop, du fait que c'était comme un petit peu underground comme endroit, il y a des soirs, tu te demandes si on ne finira pas au poste de police. Puis, mais sinon, non, la plupart, je fais. Si tu pouvais retourner dans le temps 24 heures, point de vue ce qui se vivait en société et aussi pour la musique, tu retournerais en quelle année pour 24 heures? Toutes les années, je vais répondre par toutes les années, excepté les années 80 que j'ai détesté. Pourquoi? La musique cucu? Parce qu'on a délaissé le disco. OK. Et, pour les messages de société et tout ça? Non, après ça, c'est devenu comme du rock. OK. On a appelé ça du dance music. Et là, ça englobait autant du Billy Idol que du Donna Summer. Puis là, il y a eu des groupes rock qui sont mis là-dedans, l'alternatif, le punk. Non, c'était... Maintenant, je vais m'adresser à la drag queen. L'aspect féminin le plus difficile à maîtriser. Exemple, c'est-tu porter des talons hauts? Sais-tu tout à coup que tu as un caractère changeant? Là, je blague. Mais ce serait quoi l'aspect le plus difficile à maîtriser pour toi? On développe, on commence à faire des attaques de panique. On se sent pas assez. J'ai le syndrome de la femme devant le garde-robe. J'ai rien à me mettre. Puis, ça trempe dans le buffet, tout ça? Oh, c'est comme d'un naturel, ça a pénétré. Ce matin, je suis arrivé avec ce résultat, mais j'avais essayé 7 ensembles avant, 3 paires de chaussures, 4 types de cheveux différents. Ce matin? Oh, oui. Ah, c'est fou, là. Non, c'est mieux ça. Non, on va changer ça. Non. Ah, ça wow. Wow. Ouais. Jenny, on va parler musique. Oui. La question incontournable pour tous les intervenants qui viennent à l'émission, est-ce que la musique était meilleure avant? Et c'était quoi ta décennie favorite? Là, tu viens de nous dire que tu n'aimais pas les années 80. Mais est-ce que la musique était meilleure avant? Elle était meilleure avant du fait que c'était des créateurs, vraiment, c'était des musiciens qui composaient, c'était des auteurs-compositeurs qui, eux, ont quand même de la formation. Okay. Maintenant, on est rendu à une époque où ce que... Préfabriqué. Alors, la mélodie, c'est le logiciel pratiquement qui te la compose. C'est plus froid, c'est plus mécanique, c'est sûr, c'est moi. Mais il y a quand même des restes que c'est très bien ce qu'il fait aujourd'hui. Mais le procédé est différent. Tu nous dis quoi sur toi qui as 50 ans de métier dans les nightclubs, qui n'a jamais pris d'alcool? Tu as fait, comme tout le monde, tes tripes, un peu de drogue aussi. Mais sur la discipline personnelle pour bien performer et tout ça, tu nous dis quoi? Parce que tu as sûrement vu des gens qui, malgré tout le talent du monde qui leur sort par les oreilles, qu'ils ont tombé à pic assez rapidement à cause d'un manque au niveau de la discipline personnelle. Oui, j'en ai vu malheureusement tomber. Ça fait de la peine. Tomber de haut. C'est avoir autant de talent, puis finir semi-conscient dans David à terre. Là. C'est très... Je pense que la discipline au départ, drogue, alcool, souvent c'est une combinaison parfaite, justement, pour la chute. Oui, les nuits interminables, les parties sans fin. Moi, de mémoire, les 29 ans que j'ai passé au Select, je terminais à 3 h du matin, 3h08, je suis assis dans la voiture, 3h35, j'étais chez moi. Et ça pendant toutes ces années-là. Donc, je pense que tu vas avoir un peu de rigueur, c'est ça. Ouais. Toi qui as œuvré dans tous les styles, lequel est le plus difficile à mixer?
Ben, c'est-à-dire, oui, il y a eu l'époque du disco avec ses... Oui, ça c'était plus compliqué. Variable, ouais. Ouais. Tu expliques comment ta longévité? Parce que quand 30 ans dans le même club, déjà en partant, c'est incroyable. Oui, oui. C'est vraiment incroyable, là. Ça a dû changer de propriétaire pendant... Même pas. Non? Même pas. Tu expliques comment ta longévité? Savoir se renouveler et être à l'écoute. Parce qu'étant donné que c'est un endroit qualifié de mainstream, commercial, il faut être à l'écoute de la clientèle. C'est sûr qu'il y a certains établissements qui peuvent les DJ peuvent se permettre de non, vous allez m'écouter. Ouais. Ça, c'est quand tu as un nom. Et les gens s'attendent, exemple, des spécialistes de house. T'sais. Je m'en vais te voir, je sais que dans quoi tu vas nous amener. Il faut être à l'écoute, se renouveler et éviter la routine. À 10h05, on joue ça, à minuit moins 5, on joue ça. C'est diversifié. Je vais maintenant m'adresser au personnificateur drag queen que tu es. Doit-on te voir comme une femme du début à la fin de la soirée? Oui. Lors des prestations? Oui. Oui. Mais tout en sachant fort bien que c'est Tony qui est en arrière de tout. Ben, tout le monde je le vis. Ouais. Parce que là, c'est la première fois que j'interviewe une drag queen et j'ai cherché dans le passé. Et plus ça avance, plus je vois Tony. Oui, hein? Parce qu'en ayant connu les deux maintenant, ouais, c'est ça. T'as pas eu de vie sociale finalement avant 2020? Non. Quand tu t'es retiré avec la COVID et tout ça. Ça prend des conjointes stables. Ça t'a aidé. Oui. Et compréhensible aussi. Parce que je n'ai pas connu un réveillon de Noël familial, un décompte du jour de l'an avec la famille. J'ai jamais c'est ça. vu ça, non. Alors, il faut se refaire. Je dirais l'année 2021-2022, j'étais comme un petit peu un chevreuil devant les phares d'une voiture, comme qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi, là? Ah, on est avec la famille, on développe des cadeaux. C'est quoi ça? C'est bizarre. C'est la réhabilitation. Parce que ça faisait 40 ans que tu n'avais pas vécu ça. Avant la pause, je vais philosopher avec toi. La musique est le langage universel, un chant vibratoire qui réunit tous les gens, peu importe la religion, la culture. C'est sûr que tu es d'accord avec ça, mais tu l'as vécu, toi. Une piste de danse remplie à craquer. Il y a des gens qui peut-être ne se ressemblent pas vraiment. Et la musique fait en sorte qu'on devient tous des frères et des sœurs. Oui, c'est ce pouvoir de... Tu le ressens, ce pouvoir-là, quand tu es aux commandes. Oui, oui. Et puis, il n'y a plus d'orientation, il n'y a plus d'âge, il n'y a plus non. Et c'est un des phénomènes de la musique. Et le deuxième phénomène, c'est toujours attaché à des souvenirs. Ouais. Quand t'entends une chanson, puis ça me rappelle l'été 85. Ah oui, il est arrivé telle chose. Les chansons te ramènent à des souvenirs. DJ Tony Sansoni, ou si vous préférez DJ Jenny Lee. On va prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-spectacle apprécié, de plus en plus fréquenté, mais également un restaurant au service et au menu grandement apprécié, de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie d'une drag queen fort sympathique, DJ Jenny Lee. Il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et se retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, organisatrice de croisière bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pouvez donc vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable à un prix abordable. Pour rejoindre Linda Jonf, l'organisatrice de croisière bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com pour de belles vibrations, une croisière, une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Jenny. J'écoute. Le quartier gay reconnu depuis toujours pour son côté nightlife festif, moins affecté finalement par la chute des clubs et les changements à la baisse. Ah oui, il en D'accord paye avec ça? Ah oui. Ah, il en paye le prix aussi? Ah oui, il en paye le prix. Oui, oui. Chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a à peine quelques années. Il y a certains soirs, les vendredis, samedis, je suis carrément stationné
Oui. Juste de billets avec le club. C'est quelque chose. Avant, il fallait... Ah ouais. On était C'était à 3000. Mais 3000, il fallait prendre un taxi de notre voiture pour aller jusqu'au club. Non. Oui, il se... Maintenant, une si longue carrière de DJ, ça veut dire beaucoup d'anecdotes. Une anecdote que tu m'as racontée, tout comme le film Studio 54, mais tu as vu quelqu'un tomber morte devant la cabine du DJ au Select. Et The Show Must Go On, on a continué la soirée, tout comme le film. Mais ça doit être saisissant, ça? Oui, mais... On réalise pas sur le coup. Ah, mais même... on pense qu'elle est saoule. Oui, ben oui. Jusqu'au moment que la nouvelle s'est répandue par la suite qu'elle était décédée, tout le monde était convaincu. Elle va déguériser, puis elle va être correcte. Là. On va la ventiler dans la salle de bain. Elle est morte. On va l'amener dehors. Puis, mais là, quand les ambulanciers sont arrivés, on a dit, OK, elle est peut-être fortement intoxiquée. Ils vont la transporter à l'hôpital. Ben non, elle est sortie de la salle de bain, le drap. Ouais, c'est un brusque retour vers le sens de la vie. Tu dis, mon Dieu, que la vie, ça tient un fil. Cette personne-là, elle allait danser ce soir-là. Ça s'est terminé ici. Quelques questions rafales pour terminer. J'ai hâte de voir tes opinions. Oui. Ta façon de procéder sur les demandes spéciales, est-ce que ça te dérange ou tu veux satisfaire la clientèle à tout prix? C'est un petit peu embêtant. Si tu veux satisfaire tout le monde, tu ne satisfais personne. Alors, ta soirée s'en va comme ça. Puis les gens vont dire, mon Dieu, il est même plate, lui. C'est parce que tu essaies d'être à l'écoute de tous. Si tu fais à ta tête, ben là, ce DJ-là, c'est de la merde. Il veut rien savoir, il joue pas nos chansons. Ils vont se plaindre au gérant. On fait quoi? Il faut doser. As-tu encore une certaine adrénaline d'avant-match, malgré toute ton expérience? As-tu un rituel d'avant-prestation? Jenny, elle a un rituel. Je dois me retirer un 15-20 minutes, faire comme le vide. Puis, Tony, lui... Pour te concentrer sur la musique. Oui. Puis de faire peut-être la transition de Tony à Jenny, je sais pas, transférer le savoir-faire de Tony à Jenny. Mais sinon, non, j'ai pas de... OK. Non. Plus que jamais, le remix est une mode incontournable. D'accord ou non? Ben oui. OK. Oui. Mais tu ne l'étais pas avant? Mais non, le remix... Moi, je n'étais pas d'accord avec ça avant le remix. Puis j'apprends à... Parce qu'il y a plusieurs versions remix des classiques, du disco, du house, peu importe, qui sont carrément meilleures, plus punchy. Oui. Oui, tu veux dire les Es-tu d'accord avec les remix? Des fois, c'est affreux. Mais comme dans mon top 10, il y en a une là-dedans qui représente le portrait parfait de qu'est-ce que la différence. Quand le remix est sorti, ça a changé complètement la donne de la chanson. Est-ce que le fait de jouer moins souvent pour un DJ, ben, ça fait qu'il y a un meilleur résultat? Ou ça ne change rien? Non? Pourquoi le techno et le house semblent être les styles musicaux qui vieillissent le mieux? Vieillissent le mieux, mais pas nécessairement les plus populaires. Je le remarque dans les événements de musique électronique. La clientèle ne se renouvelle pas vraiment. Ceux qui aimaient ce type de musique au début des années 2000, c'est encore eux qu'on voit en 2025 dans ces événements-là. On dirait qu'il n'y a pas de relève. Ça inquiète. Je vais te faire une confidence. C'est la première fois que je ne suis pas gêné de regarder dans le décolleté plongeant d'une femme. Je blague. Tu te définis comment en une phrase comme DJ? Hey, j'ai tellement pas... J'ai beaucoup de difficultés à reconnaître mon... Parce que tu as plusieurs cordes à ton arc? Non, c'est que je trouve que... Mais non, je pourrais faire mieux. Jamais satisfait. C'est dans l'autocritique? L'autocritique très sévère. C'est quoi la qualité la plus importante d'un DJ? Bien évidemment, connaître comme n'importe quel métier, connaître son métier. Mais je pense que la plus belle qualité, de façon générale, socialiser. OK.
plus que jamais aujourd'hui. Maintenant, on va procéder. Tu as apporté ton top 10 que je t'ai demandé de confectionner, mais ce n'est pas nécessairement tes préférés. Non. C'est ce qu'on appelle les game changers. Tu connais la musique depuis 50 ans. Ce sont des chansons qui sont venues changer la donne pour toi. Donc, donne-nous l'interprète, le titre et le pourquoi rapidement. Show Me Love, Robin S., 1993. C'est un peu du house. Oui, mais c'est une des rares Transition chansons... dance house. Non, c'est le... Tout le monde, quand t'entends au début Robin S., l'intro, d'habitude, ça commence sur un couplet, sur un refrain. Oui. Mais ça commence avec un whisper. C'est comme... Puis tout le monde la reconnaît, puis... Ça me fait penser à la chanson de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, qui commence par le refrain. Voilà. Et ça, c'est très rare. Très rare. Oui, continue. Il y a One More Time, Daft Punk. Daft Punk pour évidemment le personnage, les personnages. Mais aussi, j'ai rarement vu une chanson avoir ce qu'on appelle une drop, une descente en plein milieu de la chanson d'à peu près 3 minutes, qui n'a aucun rythme ou à peine, un petit hi-hat. Et d'habitude, tu viens de plancher de danse. Quand tout le monde te regarde. Non, le monde sont là. Puis c'est la seule chanson que j'ai trouvée qui a une si longue pause. Ça amène en quelque part. C'est tellement bien fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais... On continue. I Feel Love, Donna Summer, 1977. Pour le musique symbole, électronique et tout ça. Et le symbole qu'elle représente la diva du disco. Et du fait qu'elle a écrit cette chanson, tu me disais, et j'ai vérifié, c'est vrai, c'était pour son amoureux qui était à tort aujourd'hui, jusqu'à sa mort. On continue. Oui. Levels, Avicii. Oui. Mort prématurément, trop jeune. Mais je pense que ça doit donner comme le coup d'envoi. Premièrement, les compagnies de disques ont ouvert les yeux et les oreilles au talent des DJ et on n'aura jamais vu dans l'industrie payer une avance sur les ventes pour une chanson. Ils ont payé très, très cher. Ils se sont refaits en l'espace de quelques semaines. Puis ça a été comme la consécration des DJ à 300 000 par soir. On continue. I Will Survive, Gloria Gaynor pour le contenu du texte. Et elle vivait une peine d'amour quand elle a chanté ça, et c'était la face B de 45 tours. Fait que tout est possible dans la musique. Voilà. Gonna Make You Sweat de CNC Music Factory. Tu m'expliques celle-là. Le cas le plus flagrant d'utiliser quelqu'un pour sa voix, mais on ne veut pas ton physique sur les vidéos, c'est qu'on a pris la voix de Martha Wash pour la chanson. OK, là, je viens de comprendre. Puis on a mis une plantureuse belle noire qui se déhanche sur les vidéos. On a ça dans plusieurs artistes dans ces années-là. Oui, intéressant. Ça, c'est Black Box, notamment. Black Box le fait. Ça a toujours... intéressant. Ça s'est toujours finalisant pour ceux judiciaires. Puis bon, tout ça. Mais ça a été un cas assez flagrant. On continue. Unison, Céline Dion. OK. Tu prends une chanson... Moi, je trouve que c'est sa meilleure. Sa meilleure. À l'état d'origine, ça aurait pu être une chanson banale comme... Mais quand Kevin Unger aura refait le mix... Et oui, c'est vrai. Il travaillait chez Sony Music à l'époque. C'est vrai. Il était DJ à 16 heures. Il a fait le remix et ça a propulsé sa carrière en anglophone. Thriller, parce que c'est l'hymne national de l'Halloween. OK. Un incontournable. Release Me de Zoé Badoui, moins connu, mais c'est justement ça qui est intriguant. Une chanson qui est arrivée de nulle part, on sait à peine c'est qui la chanteuse, Zoé Badoui, c'est qui ça. L'année de sortie, dans les années 2000, mais je joue ça n'importe où, intéressant, à n'importe quel moment, et c'est tout le plancher de danse. Et la dernière? Et Holiday, qui n'est pas nécessairement la meilleure de Madonna. Mais vu que ça représente sa naissance. Et c'est vrai qu'Holiday, ça a été très fort quand c'est arrivé. Là, je te pose vraiment des questions rapides. Tu me réponds par une phrase. Oui. Est-ce que le DJ se doit de connaître toutes les chansons? Le bagage musical est tellement important. Ta réponse, c'est oui? Oui. Le pire défaut du DJ? Moi, je pense que c'est la tête enflée, là. J'en ai connu plusieurs, là. Oui, bonne réponse. Est-ce que les slows te manquent? On en parlait tantôt avant l'émission. Le slow de minuit, le slow de 3h moins quart qui cassait la soirée et qui aidait à se rencontrer. Voilà. Ça nous manque? Ça nous manque, et oui.
L'importance de la préparation. Est-ce qu'on peut donner une bonne performance sans être préparé? L'improvisation, des fois, oui. Ça peut, oui. OK. Intéressant. Est-ce que le rythme, tu l'as ou tu l'as pas? Est-ce que ça s'enseigne? Je pense que non. Non. Non? Comment sera le DJ de demain? Oh, il n'y en aura plus de DJ. Ça va être maintenant... sac. Ben non, c'est terminé, le DJ. Ah, wow. L'intelligence artificielle, bien sûr. Oui. Cherche quoi dans une chanson en premier pour exprimer ton talent? Dernière question. C'est-à-dire si je vais l'adopter? Quand tu, mettons, tu as une pléiade de chansons, Oui. puis tu en choisis une, Pourquoi je l'ai choisi? pourquoi tu choisis cette chanson-là en premier? C'est-tu la mélodie, c'est-tu le rythme, c'est-tu la bass? Qu'est-ce que tu recherches en premier? Dans le style musical que j'aime, la mélodie est importante. OK. Des événements cet été? Oui. Parce que tu es en permanence les vendredis au Sky? vendredis au Sky, pour les shows de drague. Un samedi par mois, le 3e samedi du mois. OK. Et tu Toujours au Sky. as un événement avec Michel Simard? Avec Michel Simard, notre dieu DJ. C'est quand, qui c'est m'a où? donné le privilège de samedi le 14 juin, Oui. au bunker là, à Saint-Hyacinthe. OK. Il me donne l'opportunité d'ouvrir la soirée. OK. Et j'en suis tellement reconnaissant. Bon, ben merci de ta présence à l'émission et je te souhaite encore beaucoup de plaisir à incarner Jenny Lee. On a eu beaucoup de plaisir. Tu as démystifié pour nous certaines questions. C'est un entretien plaisant et pertinent et je te dis tout simplement DJ Jenny Lee et DJ Tony Sansone. À bientôt. Ben, merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Steve, ça fait un plaisir énorme. Merci, Jenny. Maintenant, un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. Situé au 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié très professionnel. 450-654-9944. Ici Stevie Ray. Merci à nos deux invités. À la semaine prochaine.